Salut toi! Bienvenue dans cette vidéo du Prisme où j'interviewe des gens qui ont un vécu, qui ont une histoire après avoir sorti mon livre Les Amours sales, qui est ici présent. Naturellement, j'ai eu envie de laisser la parole à d'autres personnes pour raconter leur histoire justement. Et aujourd'hui, j'accueille Emeline. Bonjour. Voilà, bienvenue. Merci de participer à cette émission. Merci à toi. Écoute, je vais te demander justement de te présenter un petit peu, de raconter un petit peu pourquoi tu es là, pourquoi tu as envie de témoigner. Alors du coup, donc moi c'est Emeline, j'ai 24 ans et je suis schizophrène. Ça a commencé à se déclarer quand j'avais 19 ans à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petite, j'étais très souvent toute seule, j'étais à part des autres et t'avais du mal à faire des amis. Ouais. Et je pense que j'étais dépressive déjà dès mon plus jeune âge. D'accord. Mais que ça a jamais été reconnu. On m'a toujours dit. Il y a jamais eu de diag ou de passage chez le psy en étant. Alors j'ai été suivie par des psychologues. Ouais. Mais on me disait juste que j'étais solitaire et puis voilà quoi. Donc j'ai traîné un peu cette dépression un petit moment. Et donc à 19 ans, quand je suis rentrée à la fac, j'ai commencé à avoir un peu des troubles quoi, à entendre un petit peu des choses, être très vite déconcentrée, très perturbée par le bruit, tout ça. Plus ça allait et plus ça a augmenté petit à petit. Donc là, j'ai commencé à voir certaines choses et je faisais pas vraiment la différence entre ce qui était réel ou pas. Et donc, j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Donc, mon frère est médecin généraliste. Du coup, j'en ai un petit peu parlé. Et donc, il m'a conseillé d'aller voir un psychiatre. Donc, j'ai fait la démarche d'aller voir le psychiatre qui m'avait recommandé. Du coup, je suis allée voir ce psychiatre. Très vite, il m'a donné un traitement d'antidépresseur. Voilà, donc ça, c'est la base. Hein. On commence toujours par ça. Voilà. J'ai commencé à prendre ce traitement-là. Et en fait, j'ai eu très vite aussi des effets secondaires. Avec le traitement, c'était un lourd traitement ou alors c'était un traitement Non, c'était un traitement basique d'antidépresseur, mais auquel j'ai fait des réactions. Donc j'ai eu des écoulements blancs au niveau de la poitrine. Wow. Donc voilà. Donc là je me suis dit ok, je suis peut-être enceinte. Qu'est-ce qui se passe? À 19 ans, j'étais là bon. C'était pas du tout prévu en première année d'études, catastrophe. Donc en fait, je suis allée passer des prises de sang, tout ça, et il s'est avéré que j'avais une mauvaise réaction au traitement d'antidépresseur. Okay. Ça c'était la première approche. La première approche. Voilà. Diag, Donc après, j'ai continué à aller voir ce psychiatre. Au début, il m'a dit, bon, c'est une dépression, ça va passer avec les antidépresseurs, tout ça. Et il prenait pas du tout au sérieux le fait que j'entendais des choses et je voyais des choses qui n'étaient pas réelles finalement. Oui, ça me perturbait beaucoup, tout ça, j'arrivais plus à faire la différence entre ce qui était réel ou pas. Bon, il a continué avec les antidépresseurs. Il m'a changé l'antidépresseur auquel mais il a continué mais que des antidépresseurs, des somnifères parce que je dormais très très mal. Donc on a laissé comme ça pendant quelques mois. Un jour, je me retrouvais toute seule dans l'appartement où j'habitais, que je partageais avec mon conjoint de l'époque, du coup, et qui était parti. Donc j'étais toute seule donc dans l'appartement. Et donc il s'est passé un événement assez compliqué, on va dire. Et donc là, j'ai appelé ma mère qui était sur Toulouse à ce moment-là. Donc elle est arrivée très vite à l'appartement et donc elle m'a retrouvée dans un état un peu catastrophique, en plein délire, en pleine crise psychotique aiguë du coup. Elle a appelé mon frère qui n'était pas du tout sur place à ce moment-là, donc il a fait le trajet, il est venu de suite nous rejoindre. Il a dit bon là on va aux urgences psychiatriques, ça va pas du tout. J'ai passé la nuit donc là-bas et le lendemain on me transférait dans une clinique psychiatrique où j'allais être internée pendant à peu près un mois et demi. D'accord. Est-ce que toi à ce moment-là tu t'étais déjà établi un diagnostic ou alors t'étais vraiment dans le flou, tu demandais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi d'un coup, tu comprenais pas, t'avais plus de repères face à toi-même. C'est ça, et c'était la première fois que j'avais plus de souvenirs de ce qui s'est passé. Donc t'avais aussi des blackouts assez régulièrement. Et t'arrives dans cet hôpital psychiatrique. Et donc là, donc on me dit que je vais être internée pendant une durée assez indéterminée, quoi. D'accord. Donc j'étais là, bon, très bien. De toute façon, j'étais vidée, donc j'étais là. Faites ce que vous voulez. Je suis dans une sorte de. J'avais abandonné sur le coup, quoi. J'étais là. La crise t'avait vidé, et puis
Est-ce que tu en avais déjà eu auparavant? Non, c'était vraiment la première. D'accord. Donc on m'a internée. Et là, ça a été pas une descente aux enfers, mais pratiquement. Comment on vit l'internement? Parce que il y a certaines personnes que ça peut sauver, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes que ça peut enfoncer davantage. Alors, j'espère que toutes les cliniques psychiatriques ne sont pas les mêmes. Parce que là, on m'a envoyé clairement là où il y avait de la place. Hein. Donc, j'ai pas eu le choix de la clinique. Okay. Et donc, cette clinique, j'ai appris plus tard qu'elle était très mal réputée. D'accord. Mais je l'ai appris plus tard. Donc, on m'a mis donc dans une chambre, très bien. Et en fait, j'avais une psychiatre à assigner donc à la clinique. D'accord. Que je n'ai jamais vue. Donc, on m'a bourré de médicaments sans que je voie une psychiatre, sans qu'il y ait un diagnostic, donc, sans que rien. En gros, c'était vraiment des médicaments au pif. Finalement, c'était énormément d'antidépressifs et d'antidépresseurs et énormément de somnifères. Rien de plus. Et j'avais un pilulier de 10 médicaments par jour à prendre. Ouais, donc... À des heures fixes, il y avait une sonnette. Voilà, c'est l'heure du médicament. On faisait tous la queue pour prendre les médicaments, un peu à la chaîne. Donc voilà, bon, à ce moment-là, j'avais aucune réflexion. J'étais vas-y, si ça peut m'aider, au pire. Si ça peut pas m'aider, de toute façon, je peux pas tomber plus bas. Donc, surtout, tu vas, tu fais confiance aux professionnels parce que, tu te dis, c'est des professionnels, donc ils vont me prendre en main, finalement. Oui. Et après, justement, quand est-ce que tu t'es rendu compte que... Alors, c'est après, en fait, quand, je commençais à regarder un peu les gens autour de moi. Ouais. À discuter un petit peu avec eux. Il y en avait qui étaient là, ils savaient même plus pourquoi, quoi. Ils étaient là. Ils étaient tous ils savaient plus combien de temps ils étaient là, ni rien. Et au fur et à mesure que je prenais ce traitement, je pouvais plus me lever du lit. En fait, j'étais à baver sur mon lit, clairement. Et donc, en quelques semaines, j'ai pris 10 kilos. Je me gavais de tout ce qui pouvait passer, quoi. Pour, égayer un petit peu. Dès que je voyais un morceau de sucre, c'était la joie, quoi. Il me faut un peu de joie. Ouais, c'est indispensable. Donc, voilà. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été quand même beaucoup entourée par ma famille. D'accord. Et après, ce qu'il y a de bien aussi, pendant l'internement, c'est qu'on voit les personnes qui sont là, et les personnes qui devraient être là, mais qui ont fait... D'accord, comment ça? Vas-y, dis-moi un peu plus. En fait, j'avais des amis à l'époque. Oui. Et je me suis dit, c'est mes amis, on restera amis toute notre vie et tout. Et dès que j'étais internée, plus de nouvelles. Donc au début, ça a fait un peu mal. Je me suis dit, bon, okay, on voit le vrai visage des gens quand on a des soucis, quoi. Et au contraire, il y a des personnes, une personne, on n'était pas tellement proches, qui a été très très présente. D'accord. Donc il y a aussi du positif, mais on voit le vrai visage des gens. C'est ça. Que ce soit bien ou pas bien. Toujours dans les situations les plus compliquées, c'est toujours comme ça. Ça fait toujours un tri naturel dans ta vie. Et donc du coup, j'ai continué à parler un petit peu aux gens. Ils me racontaient tous un petit peu leurs histoires différentes. Et ils étaient vraiment... il y en avait qui étaient vraiment brisés, quoi. Ils avaient plus de visites, ils avaient plus rien. Et en fait, c'est... Au bout de 3-4 semaines, je me suis dit, en fait, j'étais une des plus jeunes qui était internée. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas le droit d'abandonner à 19 ans, quoi. 19-20 ans, j'ai pas le droit. Et ça, justement, ce déclic, tu l'as eu par rapport en voyant les autres qui étaient là depuis des années. Et qui avaient vraiment abandonné, Mais après, ils avaient plus de 50 ans, la plupart. Et là, je me suis dit, non. Déjà, j'ai pas envie d'être jusqu'à 50 ans enfermée dans une clinique. Ouais. Et même pour eux, respect pour eux, j'ai pas le droit d'abandonner à 20 ans. T'as réussi à créer un petit peu des liens là-bas? Non, pas vraiment, je m'en rappelle pas vraiment. Ouais, je comprends. Je me rappelle pas trop de ce qui s'est passé là-bas, mais j'ai eu ce déclic-là. D'accord. Voilà, et je me suis dit non. J'ai pas le droit de rester là, j'ai pas le droit d'abandonner à mon âge, quoi. Ok. En tout cas. Et là-bas, du coup, t'avais pas est-ce que t'avais encore justement ces hallucinations, qu'elles soient auditives ou sensorielles, etc. J'avais plus rien. T'avais plus rien. J'étais sur mon lit, je faisais plus rien, quoi. Et malgré ça, t'as réussi à avoir le déclic où tu t'es dit, faut que je parte de là. Ouais. Et comment ça s'est passé, justement? Justement, je discutais. Puis un jour, je sors dans le parc, parce qu'on avait un parc autour de la clinique. Ouais. Et je sais pas, je regardais les gens, et je me suis dit non, quoi. Juste, j'ai eu ce déclic-là. Je me suis dit non. Du coup, j'ai fait comme si tout allait bien, après, auprès des infirmières qui regardaient tout ça, machin. Ouais. Et donc, au bout d'une semaine après,
je suis sortie, quoi. D'accord. Donc, si t'es majeur, si je me trompe pas, tu peux demander à sortir. On peut pas te garder de force, non? Si. On peut te garder. C'est pour ça que j'ai fait genre que ça allait Tout beaucoup allait mieux. Bien, ouais. Voilà. Okay. D'accord. Donc, ils t'ont laissé sortir après une semaine? Voilà, il y a eu les infirmières qui sont venues. Qui ont constaté que ça première vue, ça va mieux, tout ça. J'étais oui. Je vais partir. Ouais. Et du coup, je suis sortie. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, je fais quoi? Je reprends les études, je change de parcours, je vais travailler, qu'est-ce que je fais? Ouais, parce que à ce moment-là, du coup, c'était encore l'errance aussi pour toi aussi de pas savoir ce qui t'était arrivé finalement. C'est ça. Ouais. Puis au niveau parcours scolaire, études. Ouais, tout explosait en plein. Voilà. Je me suis dit, moi, j'avais un rêve, c'était vraiment de faire des longues études, de faire des études d'astrophysique et tout ça. Et ça, depuis toute petite, je voulais faire ça. C'est vrai que d'un coup, on t'enlève un peu. Et comment tu le vis à cette époque? Est-ce que tu t'en souviens un petit peu? Ça a été j'ai un peu de mal à en parler encore un petit peu. Ça a été le plus gros choc en fait. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Et ça me prend aux tripes un petit peu. Du coup, je me suis dit, ok, je peux plus faire de longues études. J'y arriverai plus, je pourrais plus me concentrer comme avant. J'ai d'autres trucs à gérer en interne, quoi. Ouais. Ça fait mal, mais tu peux plus le faire. Donc ça sert à rien de rester 100 ans sur la question. Et donc là, j'ai testé plusieurs trucs. Je suis allée me renseigner auprès d'une école d'assistante vétérinaire, par exemple. J'ai fait un stage pour voir un petit peu voilà. Au final, ça me plaisait pas du tout. J'ai vu des trucs là aussi assez horribles. Ouais. Donc je me suis dit non. Donc après je me suis dit je vais reprendre les études. Je vais continuer en deuxième année de chimie. D'accord. Parce que j'avais commencé en physique et je voulais plus être là-dedans vu que je pouvais plus continuer de longues études là. Je me suis dit je vais partir en chimie. C'est quand même, ça se rapproche, mais c'est quand même très différent au final. Et donc je rentre en deuxième année de chimie, donc ça se passe plutôt bien. Et je vois aussi un autre psychiatre. D'accord. Donc oui, t'as quand même continué à être suivi même à ta sortie de... Oui, quand même, parce que je voulais quand même être stabilisée. Bien sûr. Parce que là, c'était le gros n'importe quoi. Donc je me dis, je me réinscris en deuxième année de chimie, du coup. Je décide aussi de prendre un job le week-end. D'accord. Comme ça, je suis tout le temps focus sur quelque chose et voilà. Et ça t'aidait justement d'être toujours occupée, de mieux gérer tout ça. Ouais. Ok. Et après, je me suis dit comme ça aussi, ça me fera des sous de côté pour pouvoir profiter et tout. Là, j'étais à fond, profiter de la vie à fond. Ouais, ça t'avait fait J'étais dans une optique, j'ai pas de temps à perdre. D'accord. En fait, maintenant, je me dis que j'ai pas de temps à perdre. Ouais. Du coup, je me pose pas trop de questions. Je me pose des questions essentielles, c'est oui, c'est non, on y va, quoi. C'est le positif là-dedans, sinon, si je me laisse embrigader dans plein de questions, où je me dis des peut-être, des trucs, des machins, j'y arriverai pas. Donc, je trouve un job le week-end, en plus des études, et donc ça se passe plutôt bien. Donc, je termine ma deuxième année, du coup, et là, je me dis, je vais finir une licence, je vais prendre une licence professionnelle qu'il y a dans mon université, et voilà. Pareil, je prends cette licence professionnelle, ça se passe plutôt bien. Au final, malgré tout, je finis ma jour de promotion. Donc, merci. Donc, c'est pas mal. Et donc, entre-temps, je reviens sur le psychiatre, du coup. Donc je suis un psychiatre dans une autre ville, pas où je fais mes études. Et donc au début ça se passe bien, si ce n'est les 4 heures d'attente interminables en salle d'attente à chaque fois. Ouais. Bon c'est que c'est la réputation précède peut-être. Ouais, mais là c'est ce qui m'a décidé aussi à ne plus y aller, mais pas que. Parce que ce psychiatre-là, alors je veux pas diaboliser les psychiatres, il y en a des biens, j'en parlerai après. Ouais. Mais donc celui-ci, donc il me régule le traitement, donc ça commence à aller un petit peu mieux et tout. D'accord. À ce moment-là, c'est toujours des antidépresseurs? Antidépresseurs, et lui, il va rajouter des antipsychotiques. D'accord. Voilà, c'est lui qui va me diagnostiquer la schizophrénie. D'accord. Et donc voilà, on discute. Il me dit il y a de la dépression, mais il y a aussi quand même de la schizophrénie. Donc lui, il va me le dire. Ok, très bien. Donc là, il me dit on va rajouter des antipsychotiques. D'accord. Aux antidépresseurs et aux somnifères. Mais à moindre dose qu'à la clinique. Oui. Donc déjà, je suis passée de 10 cachets à 5 heures jour. D'accord. Okay. Et justement, quand il te dit, il y a de la schizophrénie, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu réagis à ça? Est-ce que tu connaissais déjà un petit peu justement ce que c'était comme trouble?
Alors je m'en doutais un peu parce que Ouais, je m'étais renseignée quand même sur internet, tout ça. Mais quand il me le dit, bah ça me fait rien. D'accord. Je suis en mode encore un truc quoi. C'était un peu résigné. Je suis là, ouais, je suis là, bon, si tu veux. Ouais. Tu mets, de toute façon, ça avance à rien. Enfin, tu mets juste un mot sur ce que j'ai déjà. Tant que je suis soignée, moi, je m'en fous. Si c'est schizophrène, bipolaire, tout ça, machin. Okay. Tant que j'ai envie d'être soignée et d'avancer dans ma vie. Ouais, là, le but, t'étais toujours dans cette optique de dire, la maladie prendra pas le dessus sur ma vie à moi. Maintenant, oui. Quand j'ai eu ce déclic-là, c'était fini. Okay. Donc, j'ai décidé de prendre les rênes. Donc, ce psychiatre, ok, ça se passe bien. Sauf qu'à un moment, voilà, il modifiait un petit peu le traitement. Il m'a mis 2 médicaments qui n'allaient pas ensemble. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais sur la route et donc j'allais à la montagne, quoi, rejoindre ma famille. Et là, d'un coup, je sens ma tête qui commence à partir en arrière comme ça, mais lentement. Alors je commence à être comme ça, je me dis bizarre. J'appelle ma mère qui était sur la route aussi, mais à un autre endroit, pour rejoindre pareil la famille. Là, tu conduisais ou t'étais au volant? Oui. Ok. Donc j'appelle ma mère. Je lui dis bon, écoute, j'ai un truc bizarre qui se passe avec mon cou, quoi. Et elle me dit bah écoute, mets-toi sur le bord de la route, j'arrive dans 10-15 minutes. Donc je m'arrête et je vois que ça bouge plus, quoi. Je suis comme ça, je me suis dit bon allez, je reprends la route. Mauvaise idée. Donc je reprends la route et là vraiment j'ai la tête vraiment en arrière et la langue qui commence à gonfler, quoi. D'accord. Donc là, je me dis bon, je vais vraiment m'arrêter. Et là, j'appelle ma mère. Je lui dis bon, écoute, je peux presque plus respirer. Il y a ma langue qui prend toute la gorge. Appelle les pompiers, quoi. J'ai juste eu le temps de lui dire où je me trouvais exactement. Ouais. Et là, en fait, j'étais complètement étouffée, raide, quoi. Et là, je me suis dit ben c'est fini. En fait, je vais mourir toute seule dans ma voiture, étouffée, quoi. Et je savais pas du tout ce qui se passait à ce moment-là. Du coup, les pompiers arrivent avant ma mère et donc là ils essaient d'ouvrir la porte et tout, de me sortir et j'étais vraiment raide, quoi, rigide, paralysée. Et donc ils se sont mis à 4 pour me sortir de la voiture, qui m'amène aux urgences psychiatriques de la ville où j'étais, quoi. Pourquoi aux urgences psychiatriques? Parce que ma mère leur avait dit que je prenais un nouveau traitement antipsychotique et tout ça. Du coup ils m'ont directement emmené là-bas. D'accord. De là donc le psychiatre des urgences m'a fait une piqûre de je sais pas quoi. Ouais. Et donc j'ai dormi pendant quelques heures et après ça allait mieux. Sauf qu'il voulait me réinterner pour revoir le traitement, tout ça. Ma mère elle a dit non. On rentre à la maison et on va voir ce qui se passe avec le psychiatre qui a donné ce traitement. D'accord. Donc à partir de là, j'ai pas plus voulu revoir le psychiatre. Je me suis dit c'est mort. Je vais essayer de me débrouiller toute seule, quoi. Ok. Clairement. D'accord. C'est le moment où j'ai dit ok, je stoppe tous les médicaments, ça suffit. Ok, et justement au niveau justement de tout ce qui était hallucination, etc., enfin de tout ce que la schizophrénie peut engendrer, comment toi à cette époque-là tu vivais par rapport à ça avec le traitement qu'ils te donnaient ou même de manière générale, est-ce qu'il y avait des crises ou... Alors en fait là quand je suis sortie de la clinique, j'ai commencé à faire un gros travail sur mes hallucinations visuelles, qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était pas vrai. Okay. Sachant que mes hallucinations visuelles, c'est sur les murs en fait principalement. D'accord. Et ça peut être des yeux, des oreilles, des visages un peu dégoulinants, quoi. Ok. Donc c'est principalement ça. Et à chaque fois, j'étais surprise. Enfin, j'avais peur, quoi, de regarder des murs, quoi. Donc à un moment, donc j'ai appris à regarder mes hallucinations visuelles. D'accord. À me dire ça, c'est pas vrai, ça existe pas. C'est dans ma tête et j'ai pas à avoir peur de ça. Parce que c'est pas vrai. Ça existe pas. C'est un gros travail, hein. Je dis ça comme ça, mais oui. Donc ça c'était un gros travail de plusieurs mois et parce que j'avais anticipé le fait qu'un jour je ne voudrais plus de médicaments. Ouais. Du coup, avec l'aide des médicaments quand même, j'ai appris à différencier ça. D'accord. Donc les antipsychotiques donc. Voilà, brider quand même les hallucinations visuelles et auditives. Ok. Voilà, donc ça c'est pour la partie visuelle. Ok. La partie auditive qui est la plus compliquée. Parce que visuelle, bon, des trucs bizarres sur les murs, tu te rends vite compte que c'est pas vrai. Ouais. Seulement, pour ce qui est auditif, quand tu te retrouves avec du monde, dans du brouhaha et tout. Ouais. Tu peux plus brider ce que tu entends, les mauvaises choses que les hallucinations auditives peuvent engendrer. D'accord. Et du coup, ça c'est compliqué parce que c'est ça, pour ma part, qui engendre les crises. C'est quand, en fait, la voix que j'entends,
se met à crier, vraiment à crier. Et ça, quand c'est au stade du cri, je peux plus l'arrêter. Et là, je peux plus. Ça arrive fréquemment ou Non, alors non, parce que j'ai appris, en fait, j'ai fait aussi un travail sur moi, au niveau, dès que le volume commence à augmenter. Donc là, je me pose et je me focus pour vraiment brider que ça retombe au niveau du murmure, quoi. D'accord. Voilà. Donc les murmures, ça c'est quelque chose qui est quasiment constant chez toi? Oui. Okay. En plus des hallucinations visuelles, il y a toujours ce murmure-là. Voilà. Ok. Et comment justement, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Je pense que c'est en chacun qu'on trouve notre propre force. Mais comment t'as réussi justement à te dire, je ne dois pas les écouter alors qu'ils sont omniprésents? Ben en fait, c'est pareil. Je me suis dit, si je veux avancer, il faut que je contrôle ça. Donc finalement, ouais, t'avais toujours cette niaque d'y arriver, d'avoir ta vie en main, et c'est ça qui t'a sauvé entre guillemets. Ouais. Et donc j'ai réussi à peu près à contrôler ça. Mais après, oui, voilà, quand je me retrouve par exemple dans un métro ou là où il y a beaucoup de monde, une fête ou quoi, c'est vrai que ça me demande énormément d'efforts. Ouais. Énormément d'efforts. J'imagine, ouais. Donc ouais, dès qu'il y a du bruit, c'est compliqué. Ouais. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose du coup qui va te renfermer sur toi-même, ou est-ce que voilà, tu peux quand même sortir de temps en temps, boire un verre ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu t'autorises à le faire? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais voilà, quand c'est par exemple au restaurant, au bar et tout, quand je suis avec une personne que je connais ou plusieurs personnes que je connais, ça va. D'accord. Parce que j'arrive à me focaliser que sur ces personnes-là. Ouais. Alors que quand c'est vraiment, par exemple, je sais pas, un métro bondé ou quoi, là, je vais plus arriver à me focaliser. D'accord. Et ça va être plus compliqué à gérer. Ok. Parce qu'il y aura beaucoup de bruit et j'arriverai pas à atténuer, du coup, les hallucinations auditives. D'accord. Donc ça va se mettre à augmenter. Ouais. Voire à, pas à crier, je pense pas. Parce que ça reste quand même dans le cadre de ce qu'il y a autour. Ouais. Mais à être au même niveau de ce qu'il y a autour. Okay. Et là, déjà, ça, c'est plus compliqué à rattraper. D'accord. Ok. Et ça t'a pris justement combien de temps, plus ou moins, pour réussir à passer ce cap et à réussir à vivre avec tout ça? Ça m'a pris, je dirais, ça m'a pris 2-3 ans. D'accord. Voilà, avec toutes les péripéties. Pendant ces 2-3 ans, justement, comment ça se passait? Est-ce que t'étais toujours aux études, tu travaillais? Oui, voilà, toujours en études, toujours au travail le week-end. Et je faisais en plus ce travail-là sur moi en même temps. D'accord. Tu devais être épuisée. Épuisée. Et encore, j'étais sous traitement. D'accord. Donc l'arrêt du traitement, c'est un peu plus tard. T'as quand même gardé un traitement pendant tout ce temps. Oui. Donc t'avais changé de psychiatre, ou comment t'avais ce traitement du coup? Et ben justement avec le psychiatre avec qui m'est arrivé le truc sur la route. D'accord. Et donc à ce moment-là, j'ai arrêté de voir ce psychiatre-là. Donc c'était à la moitié de ma dernière année de fac. Ok. À peu près. Et donc là, ça a été un peu plus compliqué parce que j'ai décidé de ne plus avoir de suivi et de ne plus avoir de traitement, alors que j'étais toujours en études et que je travaillais le week-end. Ok. Et qu'est-ce qui t'a décidé justement de te dire, bon, j'arrête traitement, suivi? Bah, c'était ce qui m'est arrivé avec mais tu t'es pas dit, je vais en rechercher un autre? Pas de suite. Non, je me suis dit entre la clinique, ce qui m'est arrivé là, le premier psychiatre aussi qui me prenait pas au sérieux, j'ai dit on arrête tout. Et on verra comment je me débrouille toute seule, déjà. Donc, t'as coupé justement ce traitement, et comment ça s'est passé? Et donc là, ça a été... en fait, comme j'avais déjà fait un petit travail sur moi avant, pour reconnaître ce qui était vrai, pas vrai, pour atténuer les voix, ça a été un peu plus compliqué sans traitement, du coup, parce que ça revenait plus, avec beaucoup plus d'intensité. Et donc il me fallait plus de phases de concentration et tout ça. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Après, j'ai ce que j'appelle des pré-crises. D'accord. Ce que j'avais, c'était au moment où je sentais que ça allait vraiment être, que j'allais être débordée, quoi. Et du coup là, je faisais un peu de crise épileptique, on va dire, avec beaucoup de sueur, de tremblements et tout, pour reprendre le contrôle là-dessus. Donc ça, j'arrive à le faire avant que ça n'aille trop loin. D'accord. Donc c'est un état assez spécial, mais nécessaire pour que j'arrive à reprendre le dessus. Donc là, j'ai appris aussi à voir ça, comment ça se passait. Donc j'ai refait aussi un travail là-dessus, et pour prendre vraiment à temps tout ce qui est
intensité des voix et tout ça. Donc j'ai réussi à faire ce travail-là. À un moment, donc j'ai fini mes études, j'ai commencé à chercher du travail. Et quand justement j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté aussi le travail que j'avais le week-end. D'accord. Je me suis retrouvée sans rien. Donc j'avais mon quotidien, on va dire, assez chargé. Ouais. Donc j'avais ma routine et ça allait bien pendant la routine. Ouais. Quand je me suis retrouvée toute seule, sans plus rien, là ça a été un peu plus compliqué parce que tu cogites forcément beaucoup plus et du coup tu t'attardes sur des détails où tu devrais pas t'attarder et du coup tu tournes en rond et là voilà donc j'ai recherché donc un autre psychiatre. D'accord. Je me suis dit allez on va tenter et puis voilà puis après je savais exactement le profil de psychiatre que je voulais aussi. Okay. Donc c'est-à-dire si à la première séance on me prend pas au sérieux ou si de suite on va me coller un traitement ou si c'est pas la peine. Ouais, donc je me suis fixé des critères, on va dire. Je pense, hein, c'est obligatoire. Parce que maintenant, du coup, j'étais plus novice au niveau des psychiatres. C'est ça. Donc je l'ai rencontré, tout ça. Et ça s'est extrêmement bien passé. Donc je me suis dit, une chance, incroyable. Incroyable. Et du coup, donc on a discuté, tout ça. Et au bout de la 3e séance, elle m'a proposé un traitement léger, donc un cachet, donc déjà d'antidépresseurs d'antidépresseurs pour me calmer au niveau de la fatigue surtout. D'accord. Pour essayer de me redonner un petit peu d'énergie. Ouais, t'étais fort fatiguée. Oui. Ça demande énormément de concentration. Et, j'imagine. Ouais. Les antidépresseurs, ça aide aussi à se calmer. Elle m'a dit, on va voir avec ça. Si t'arrives à gérer avec un petit peu d'antidépresseurs, on verra. Du coup, ça allait pas mal, on va dire. Et après, elle me dit, pour atténuer quand même les voix, les hallucinations visuelles et tout, on va essayer un antipsychotique. Je dis, ok. Du coup, on passe à 2 cachets. Ouais. Et ça allait bien. Ok. Franchement, ça allait bien. J'avais moins de travail à faire toute seule, on va dire. C'est ça. Donc du coup, c'était pas mal. Donc ça, c'est très récent. D'accord. Là, on arrive à la partie récente. Et il y a eu toute cette partie Covid après. Oui. Où les rendez-vous étaient plus difficiles d'accès et tout. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de re-arrêter. D'accord. Et est-ce que, parce que d'expérience, je sais que quand t'arrêtes, par exemple, les antidépresseurs, faut y aller palier par palier parce que justement, je vais pas dire du manque, mais si, en fait, du manque. Est-ce que toi, t'as vécu ça? Alors, j'ai arrêté d'un coup. Je pense que c'est pas une chose à faire. Mais, j'étais tellement déterminée que, au final, je me suis pas laissée, on va dire, emporter par le manque ou quoi. D'accord. Je me suis dit, j'ai plus ça, j'ai choisi, j'assume. Toi, t'as quand même une sacrée force de caractère. Je me pose plus 50 questions. Non, c'est vraiment clac. C'est vraiment rangé, trié, carré, quoi. Quand j'ai arrêté, je savais que j'allais devoir faire un travail en plus. Ouais. Pour gérer. Donc, je le savais. Ouais. Donc t'étais prête et t'étais décidée de toute façon. Voilà. Je me suis dit, il y a ça qui t'attend. Pour continuer à avoir une vie normale, il va falloir que tu le surpasses. Et je me suis dit, ça va être comme ça toute ta vie. Toute ta vie. Donc, ça sert à rien de se lamenter. Il y a jamais un moment où, justement, tu t'es dit, je baisse les bras, j'en peux plus. Non. Non, c'est incroyable. C'est incroyable parce que finalement, quand on regarde un peu autour de nous, même moi, souvent j'ai tendance à faire une montagne d'une cacahuète, tu vois. Et c'est fou justement quand tu pars avec de tels, je veux pas dire handicap, mais bon, enfin de telles difficultés, de pouvoir justement te dire, je vais y arriver en fait, je veux y arriver. C'est incroyable. Et justement, au niveau, alors que ce soit familial, amical, etc., comment ça se passe? Est-ce que tes proches, tes amis sont au courant justement que tu es schizophrène? Et comment ça se passe? Alors aujourd'hui, je l'assume totalement. Moi, je vais pas le crier sur tous les toits. Bien sûr. Mais ça me dérange plus. D'accord. D'ailleurs, je me suis fait un tatouage en rapport avec ça. Et voilà, pour dire, je suis comme ça, et voilà. Je le traînerai toute ma vie, et c'est comme ça. Donc ça sert à rien de le cacher ou quoi. Ma famille le sait, donc ma mère a eu une grosse partie de thérapie pour l'accepter. D'accord, oui. Forcément, parce qu'on est très proches. Ok. Du coup, ça l'a beaucoup affecté, ça n'est beaucoup voulu aussi. Parce que voilà. De la maman, ouais. C'est ça. Et mais après, voilà, elle voit comment je m'en sors et elle en est très fière aussi. Ouais, j'imagine, ouais. Donc voilà. Et après, au niveau amis, j'ai 2 amis. D'accord. Pas plus. Il en faut pas plus.
Et voilà, c'est celles qui sont restées de toute façon. Quand tu sais que tu peux compter sur eux, de toute façon, ça sert à rien d'avoir... Mais est-ce que c'est quelque chose de manière générale qui peut t'isoler toi-même ou des fois tu te dis je vais me mettre en retrait, etc., j'en ai besoin, ou alors... Ben, en fait, c'est pas que je cherche les difficultés, mais quand il y a une situation qui me rebute, je dis non. Non, si tu veux avoir une vie normale, il faut que tu fasses des choses normales, même si c'est difficile pour toi, il faut que tu surmontes ça et apprendre comment le surmonter au moment, quoi. D'accord. Aussi. Ok. Donc j'y vais. Je vais pas me mettre en retrait. Si je commence à faire ça, à chaque situation difficile, je vais rentrer chez moi. Ouais. Et donc du coup laisser la maladie gagner finalement. Voilà. Donc non. Ok. Dès qu'il y a un truc qui me rebute, je dis ah ouais, ben non, j'y vais. Voilà. Super. Et justement, tout à l'heure, tu me parlais un petit peu de cette crise, cette première crise que tu avais eue. Est-ce que tu en as eu d'autres grosses ou alors c'était vraiment la seule? C'était la seule. Ok. En fait, si tu veux, je peux rentrer un peu plus dans le détail. Ouais, si ça te dérange pas bien. Non. Je me rappelle pas de grand chose, mais mais en fait, donc du coup, c'était un soir où j'étais toute seule, où j'allais pas très bien, je sais pas, dans la journée, il y avait des trucs qui m'avaient contrarié, tout ça, bon. Et donc je décide de me prendre un bain. Au moment où je reprends conscience, en fait, j'avais un poisson rouge. Et donc je reprends conscience, pour moi j'étais toujours dans le bain. Et là je réouvre les yeux, et en fait j'avais un gros couteau, quoi, et mon poisson rouge découpé en 3 devant moi, quoi. Avec, dans le bain? Non, j'étais dans la cuisine à ce moment-là. Et où les volets étaient fermés alors qu'ils étaient ouverts à la base et tout. Et j'ouvre les yeux et je vois cette scène-là. Ok. Donc avec un peu tout ce qu'il y a autour, tout ça, le poisson déchiqueté, moi avec le couteau et tout. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Parce que c'était ça doit être un choc immense. Je comprends pas. J'étais là, mais c'était le néant, quoi, dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les volets sont fermés. Enfin, je suis habillée. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Okay. Et au niveau des horaires, est-ce que tu te souviens justement de l'heure à laquelle t'étais rentrée dans le bain? Quelle heure il était? Est-ce que t'as réussi? Non. Après, tout s'est enchaîné. Je me suis retrouvée aux urgences psychiatriques. Ok. Donc, c'était vraiment parti de là, cette crise. Et est-ce que justement, il y avait t'entendais des voix ou alors tu voyais des choses ou alors... À ce moment-là, rien. Et là, j'ai complètement, j'ai fait donc du coup une crise psychotique aiguë. Et donc là, j'ai hurlé, j'ai pleuré, je me tapais la tête contre les murs, je savais plus quoi faire, quoi. Ouais. Et donc c'est de là où on m'a emmenée aux urgences. Et c'est là où j'étais vidée, quoi, parce que j'ai tellement hurlé, pleuré ce soir-là, que là j'étais vraiment un zombie, quoi. Ouais, je comprends. Ok, donc ça c'était la seule et unique grosse crise, ouais. Et après finalement, hormis tous ces médicaments, etc., c'est quand même quelque chose que t'as réussi à gérer par toi-même. Oui. Donc, et que t'as voulu gérer par toi-même. Oui. À partir du déclic, quoi. Ouais. Et justement, parce que finalement, je trouve que la schizophrénie c'est quelque chose de mal compris, de mal expliqué de manière générale, hein, que ce soit dans les médias, dans les films, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose justement, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que tu voudrais justement faire entendre ta voix? Oui, parce que c'est un peu finalement ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Mais voilà, quand tu dis à quelqu'un, voilà, je suis schizophrène, est-ce qu'il y a un mouvement de recul ou alors, est-ce que les gens ont peur des schizophrènes? Alors déjà, au niveau médias, séries et tout ça, en général, tous les serial killers, quoi, c'est des schizophrènes. C'est ça. Donc les gens vont pas forcément chercher beaucoup plus loin parce qu'ils sont pas concernés forcément par eux-mêmes ou par un proche. Mais voilà, quand on dit à quelqu'un je suis schizophrène, il va dire oula, mais c'est dangereux. Voilà, pourquoi t'es pas interné? Qu'est-ce qui se passe? Les gens prennent vite peur. Voilà. C'est pour ça que je le crie pas forcément sur tous les toits. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc il y a qu'un noyau, on va dire, qui le sait. Ouais. Et ça suffit, et c'est très bien. C'est accepté. Voilà. Okay. Maintenant, quand les gens veulent apprendre à me connaître et tout, je dis écoute, si tu veux apprendre à me connaître, voilà, je suis schizophrène, tu restes ou pas, quoi. Ouais. Ça va pas. C'est oui ou non. Voilà, c'est ça. Okay, T'as des préjugés, oui. Est-ce que tu veux les outrepasser ça? Oui. Ça. Donc on va apprendre à se connaître. Si c'est non, voilà, c'est next, quoi. Je veux pas. Et au niveau justement de ta vie, au niveau du travail, etc. Comment t'as réussi à gérer ça de manière générale? Parce que finalement, t'as toujours travaillé, t'as toujours fait des études, travaillé, etc. Et t'as jamais laissé la maladie prendre le dessus là-dessus? Non. Ok.
En fait, donc voilà, j'ai toujours voulu aller de l'avant. Donc après, pour moi, aller de l'avant, c'est vraiment être indépendant, quoi, que ce soit financièrement ou le reste. Donc c'était vraiment trouver du travail après mes études. Donc j'ai enchaîné les contrats intérimaires au début. Donc pendant 2 ans, j'ai fait ça, donc enchaîner les contrats. Et sans vraiment m'arrêter, finalement, j'ai eu de la chance aussi de pouvoir trouver des contrats qui soient des bons contrats et d'affilée, quoi. Mais du coup, j'ai jamais eu de pause non plus. Donc j'ai toujours travaillé pendant 2 ans non-stop. Et au final, là, je viens de signer mon CDI. Félicitations. Merci. et voilà, après, pour l'instant, je suis pas assez proche de mes collègues, on va dire, pour leur dire, voilà. Puis il faut faire attention aussi dans le milieu du travail. C'est ça. Voilà, c'est plus embêtant. Il faut plus faire attention, etc. Ok, en tout cas, du coup, finalement, t'es quand même la preuve que malgré la maladie, tu peux continuer à vivre et à réaliser tes objectifs, finalement. Tout à fait. Il faut pas avoir peur, déjà, de se prendre des claques dans la vie. Parce que des claques, faut être honnête, on en aura toute notre vie. Plus ou moins grosses, plus ou moins souvent, mais on va s'en prendre plein la gueule toute notre vie. Qu'on soit schizophrène ou pas. Hein. Oui, bien sûr. Donc après voilà, c'est un mode, un protocole, on va dire, que je me suis mis en tête. Voilà, c'est oui, c'est non, tu vas quoi. Tu tergiverses pas dans ta tête pour le moindre souci. Ok. Voilà. Et justement là maintenant, donc t'as signé ton CDI. Comment ça se passe? Est-ce que t'es toujours sous traitement léger là à l'heure actuelle? Alors non, j'ai plus de suivi, j'ai plus de traitement. T'as arrêté avec la psychiatre? Ouais. Je me suis dit allez, ça va à peu près bien, on arrête. D'accord. Voilà. Mais bon, je pense qu'il faut prendre des précautions aussi. Il faut peut-être pas, si on est peut-être un peu moins cadré que moi, on va dire, faut prendre son temps. Et puis on en parlait tout à l'heure. Chaque schizophrénie est différente, chaque personne est différente, donc forcément ce sera jamais la même chose pour tout le monde. C'est ça. Après, donc voilà, je vis H24 avec tout ce qui est hallucination. Ça fait partie de ma vie aussi. Et voilà, je l'ai accepté, je l'ai travaillé et voilà, je l'ai compris. Et puis, je sais que je le traînerai toute ma vie, donc faut s'y faire et il faut vivre avec, en fait. En tout cas, chapeau, parce que c'est une belle morale, parce que comme je te le disais tout à l'heure, on est plein à faire des montagnes de petites choses et je trouve ça admirable du coup que tu aies réussi à reprendre le dessus et à aller de l'avant. Après voilà, c'est vrai que ça fait relativiser. Quand j'étais à la clinique, ça m'a fait relativiser. Je me suis dit je me plains vraiment alors qu'il y a des gens en fait t'as vu pire entre guillemets. Et surtout, s'ils étaient plus âgés, etc., ça devait être, tu savais qu'ils allaient terminer là, quoi. C'est ça. Du coup, je me suis dit non. Que ce soit pour moi ou pour eux, je resterai pas là. Ok. Et justement, là, maintenant, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais envie de partager, quelque chose que tu as envie de dire par rapport à tout ça? Je pense que qu'on soit schizophrène ou pas, faut aller de l'avant et une vie, c'est court. Et j'ai pas envie d'arriver à 60 ans et me dire, si j'avais su, j'aurais profité. Donc non, je fais vraiment tout ce que je peux faire aujourd'hui, quoi. Je remets rien à demain. Et voilà, et j'avance comme ça. Ok. Félicitations. En tout cas, merci d'être venu témoigner pour cet épisode. Je suis hyper ravie de t'avoir reçu parce que, comme je te l'ai dit, je savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'on a un petit peu parlé avant ça par mail. Mais de l'entendre de vive voix et tout, je trouve que c'est vraiment... c'est fort. Donc vraiment avec grand plaisir et puis du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Ciao.